le bon Dieu d'être là aujourd'hui encore une fois en bonne santé, avoir l'occasion de m'exprimer et de parler à tout le monde pour témoigner de ma reconnaissance aux personnes qui m'ont soutenue durant cette dure épreuve. Ça n'a pas été facile, ça a été d'ailleurs très difficile, mais alhamdoulilah, tout est derrière nous à présent. Je voulais vous remercier sincèrement du fond du cœur pour votre soutien. La peine que vous avez ressentie, j'ai ressenti la même chose, même si on n'était pas en contact, mais je le sentais de loin. Je sais que vous étiez avec moi et Dieu était avec moi également. Donc, après une longue réflexion, j'ai jugé utile de faire cette vidéo pour apporter ma vérité par rapport à ce qui s'est passé, mais aussi dénoncer et témoigner de l'expérience que j'ai vécue pendant cette expérience. Parce que moi-même étant une femme suivie par d'autres femmes, une femme modèle pour beaucoup de jeunes filles qui me l'expriment à longueur de journée, qui me disent je veux être comme toi. Je sais que ces gens-là restent avec beaucoup de questions, beaucoup de points d'interrogation et on n'arrive toujours pas à apporter une réponse assez satisfaisante pour qu'elles comprennent réellement ce qui s'est passé. Donc quelque part, je ne peux pas dénoncer des cas, mettre des sujets de discussion à caractère social concernant les femmes et me taire par rapport à ce qui s'est passé avec moi. Parce que pour moi, se taire, c'est être complice de quelque chose. Certes, j'aurais jamais pensé un jour devoir parler de ma vie privée sur les réseaux sociaux parce que pour moi, c'était tout simplement pas possible. Mais bon, quand tu es confronté à certaines situations et surtout quand tu parles beaucoup avec d'autres personnes, c'est important d'apporter une vérité. Donc aujourd'hui, malgré moi peut-être, mais bon, c'est peut-être un mal pour un bien aussi, de briser le silence et de dire la vérité. Donc les faits, en fait, c'est que moi, je suis une maman de 3 enfants, pour ceux qui ne savent pas. Je suis entrepreneuse, j'ai une entreprise, j'ai des employés et tout ça. J'ai auparavant travaillé dans une banque pour ensuite prendre ma disponibilité et me mettre à mon compte. Donc comme toute femme, on rêve après les études, de travailler, se marier et faire des enfants. Et le jour où j'ai décidé réellement de choisir celui qui allait être le père de mes enfants, j'ai pensé à un avenir autre que celui qu'on a aujourd'hui, mais c'est le destin, on va dire. C'est des erreurs de parcours. Le plus important, c'est de corriger ces erreurs et de repartir de plus belle. Et moi, je suis dans cette dynamique avec la force intérieure que j'ai et comment on appelle ça, et la conscience. J'ai la conscience tranquille par rapport à ce qui s'est passé. Bref, donc en fait, depuis le mois de décembre 2018, je suis en procédure de divorce avec le père de mes enfants. Une procédure à ma demande. Après pratiquement 1 an passé aux États-Unis avec mes 3 enfants, j'ai longuement réfléchi, j'ai pris le temps d'analyser et j'en suis venue à la conclusion que le divorce était la meilleure solution par rapport à tous les problèmes de couple qu'on avait. Donc, dans ce sens-là, j'ai saisi un avocat à qui j'ai envoyé la procuration en date du 18 décembre 2018 afin qu'il puisse me représenter et déclencher cette procédure de divorce de commun accord avec le papa. On a échangé dessus et il a dit qu'il respectait ma décision et qu'il n'y avait pas de problème. Donc l'avocat a déclenché la procédure, j'ai envoyé tous les documents qu'il fallait envoyer. Par la suite, en début d'année, je suis rentrée au pays avec mes enfants. Et dès que je suis venue, j'ai pris les dispositions pour habiter chez moi, même avec mes enfants. Donc déjà, il y avait la séparation de corps de fait, vu qu'aucun des deux n'a rejoint le domicile conjugal. Donc les enfants étaient à ma charge et ils habitaient chez moi. Donc on a commencé à avoir des problèmes. Personnellement, c'était plus de son côté que du mien.
On a été confronté à pas mal de problèmes, je suppose, de pratiquement les couples séparés ou divorcés, les mêmes problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc c'était ça, mais j'ai essayé de gérer le tout avec tact en étant discrète sur ma vie privée, et ceci particulièrement pour mes enfants. Je ne l'ai pas fait pour autre chose, mais surtout pour mes enfants, ils sont encore jeunes, et moi en tant que leur mère, j'ai le... Donc moi étant leur mère, mon rôle doit d'abord être de protéger mes enfants en toutes circonstances, même en cas de séparation. Le but étant d'avoir une mère épanouie, un papa épanoui, plutôt que élevé dans un foyer toxique avec d'embrouilles, fait de guerre tout le temps. Moi, ça m'épuisait déjà puisqu'il fallait prendre soin de 3 enfants. Si en plus de ça, il fallait gérer les querelles, les problèmes de couple, c'était pas évident. Donc voilà comment les choses se sont passées. On a essayé de gérer tant bien que mal. J'ai été victime d'agressions verbales, de violences verbales, d'atteinte à la vie privée. On traque mon téléphone pour savoir que je suis à tel endroit, je suis en train de faire ça, on me suit, on me menace, on me dit qu'on va m'enfermer. C'était pas la première fois. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai pu tenir durant cette épreuve, parce que j'ai déjà reçu des menaces bien. Donc, il m'a plusieurs fois menacé de m'enfermer, de faire un scandale, de m'humilier. C'était pas la première fois. Et puis, tout ce que j'ai répondu tout bonnement, c'est que si c'était le prix de ma liberté, je suis prête à payer ce prix. Parce que moi, à cause de ma dignité, je vais jamais céder à un quelconque chantage. Si c'est des démarches, une médiation sociale, je dis pas ça parce qu'on est quand même dans une société où le social a quand même du poids. Mais bon, si c'est des menaces pour dire que tu vas m'enfermer, tu vas faire ci, je lui ai dit, écoute, si tu veux le faire, fais-le. Si c'est pour le prix de ma liberté, moi, j'ai pas de problème avec. Tout ce que je cherche, c'est ma liberté. Et voilà. Donc, et ce que je pouvais faire en ma possession, le pouvoir que j'avais pour le faire, c'était entamer la procédure de divorce, commencer à habiter chez moi, et puis vaquer à mes occupations. Surtout après 1 an, j'avais abandonné mes affaires, j'avais beaucoup de choses à faire. Donc, je crois que c'est pas quelque chose qui convenait, qui était convenable. Visiblement, tout ce que lui voulait, c'était que je sois à sa merci. C'est-à-dire, on n'habite pas dans la même maison. Moi, je suis chez moi avec mes enfants. On n'a rien à voir avec lui. Il habite chez lui. Un domicile différent de notre domicile conjugal, mais avoir le contrôle sur moi. Donc, traquer mon téléphone, m'envoyer des SMS pour me harceler. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci? Tu es ici, tu es là. Un jour, je lui ai dit la vérité. Écoute, on n'habite plus ensemble, on ne vit plus ensemble, on ne partage plus les mêmes valeurs. Ce qui nous lie aujourd'hui, c'est les enfants. Donc, si tu veux amener la chose de cette manière, ça marche pas. Moi, je te traque pas, je te suis pas, je t'impose pas de charge, je t'impose rien. Tout ce que tu fais, tu le fais parce que tu le veux. Si tu veux pas le faire aussi, je te l'impose pas. Donc, en attendant la procédure que ça puisse aboutir, laisse-moi vivre ma vie, peu importe ce que je fais de ma vie. Du moment où tu es d'accord avec le divorce, du moment où tu es d'accord à ce que j'aille dans une autre maison avec mes enfants, je vois pas il est où le problème. Pourquoi ma vie, elle te regarde tant? Donc, j'ai l'impression que ça l'a choqué. Donc voilà, c'est là où les menaces ont commencé. Tu as intérêt à te ressaisir, je t'infligerai une humiliation de ta vie, je te donnerai une bonne leçon de vie. Et jusque-là, je parle sous preuve, hein, j'ai les preuves sous la main. J'ai pas besoin de mentir, mes enfants peuvent revoir cette vidéo même dans 10 ou 20 ans, donc j'ai pas besoin de mentir. Donc voilà, on a continué comme ça, voilà, harcèlement, menace. Mais moi, entre-temps, je ne suis pas laissé marcher dessus, quoi. Tu peux pas m'opprimer, surtout que je suis pas chez toi. Venir me gérer pendant que je suis chez moi, je me bats pour faire face à mes charges. Et que toi, tout bonnement, après la fin de la journée, après avoir fini de travailler, tu rentres chez toi, tu manges, tu finis. Et maintenant, ton second boulot, c'est de me traquer et de savoir ce que je fais de ma vie. Ça, c'est de l'obsession. Mais malheureusement, beaucoup de femmes comme moi ont été victimes de violences conjugales, mais briser le silence, c'est très difficile. Donc, pour en venir aux faits, c'est-à-dire l'agent déclencheur, tout ce qui s'est passé la semaine dernière, pour en venir à ça, je pense que c'était un complot, et c'était surtout pour pouvoir commettre son forfait. Comme il avait fait des menaces de par le passé, écoute, si c'est pas avec moi, ça sera avec personne.
D'abord, dans un premier temps, il m'a mis en truc, il m'a infligé beaucoup de manque de confiance. Quel homme voudra d'une maman qui a 3 enfants? Où est-ce que tu iras avec ces enfants? Nanani, nanana, tu pourras jamais t'en sortir. Moi, mes enfants, ils ont un train de vie et toi, tu n'es pas la personne qui pourra l'assurer. J'ai dit, écoute, moi, je m'en fous de tout ce que tu es en train de dire. Pour moi, la meilleure chose que tu peux offrir à un enfant, c'est des valeurs et l'éducation. Le reste, le matériel, ça part, ça vient. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien hérité de leur père ou de leur mère, mais ils se sont faits d'eux-mêmes. Donc ces enfants, aujourd'hui, je pense que ce que je peux leur offrir, c'est d'abord l'amour, ensuite l'éducation. Donc, le mercredi, moi, j'étais chez un ami. Je suis passée manger vers 15 heures comme ça. Et lui, il avait déjà terminé de manger, donc il se lavait les mains. Pendant moi, je continuais à manger, on entend quelqu'un rentrer et c'était le père de mes enfants. Il vient, il ouvre les baies vitrées, il tombe nez à nez avec nous et puis il sort automatiquement, il commence à casser les vitres, il sort dehors, il commence à bousiller nos véhicules. Donc, moi, j'avais pris peur parce que plusieurs fois, j'avais lu des caractéristiques des hommes, des pervers narcissiques, des hommes obsédés. Et c'est en général ce genre d'hommes qui sont capables de tuer. Donc, dans un premier temps, j'ai pris peur. Je pensais qu'il était armé, qu'il allait nous tuer tous les deux. Bah, je lui ai dit, écoute, mets-toi en truc. On ne sait jamais, peut-être qu'il est sorti prendre une arme. Et on entend qu'il est en train de casser les vitres des... Donc on entend de l'intérieur les vitres des voitures qu'il est en train de casser et tout. Donc moi je dis à mon pote, appelle le 4e arrondissement rapidement pour qu'ils interviennent parce que sinon on ne sait pas qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. Donc nous dans l'attente, on a dû aller sur le toit pour commencer à le filmer, étant dans sa voiture et filmer aussi nos véhicules, comment il les a bousillés. Maintenant, avant de continuer, moi tout ce que je vous souhaiterais dire. Donc, 2 adultes en plein jour dans la ville, dans un domicile privé, qui ont l'intention de faire quoi que ce soit, rentrent et ne ferment pas la porte d'entrée à la cour, ne ferment pas la porte d'entrée au bâtiment et partent comme ça pour commencer à faire des bêtises au point où un inconnu qui vient de dehors vient les trouver en plein acte. Je vois pas le truc, en fait, il n'y a pas de logique. C'est que au moins, même quand tu es chez toi, dans ta propre maison, en plein jour, si tu as l'intention de faire quoi que ce soit, tu prends soin de fermer ta porte parce que les enfants ou quelqu'un peut rentrer à plus forte raison. Moi et mon pote, on va aller vouloir faire quelque chose et on prend pas soin de fermer la porte de la maison, du salon, jusqu'à ce que lui vienne de dehors pour pouvoir rentrer nous trouver. Déjà là, ça cloche pas, ça colle pas, je veux dire. 2, tu rentres, toi tu as le temps d'appeler la gendarmerie, mais tu peux pas filmer ou bien faire des photos. Ensuite, tu as eu le temps d'appeler la gendarmerie, de sortir pour casser les voitures, mais tu n'as pas eu le temps de faire de photos, de faire de vidéos, ou bien tout simplement te saisir de nos habits pour sortir avec. 3, c'est toi qui viens, c'est toi qui casses tout. Nous, on est là, on te regarde et puis tu sors tout bonnement au point où quand toi tu sors, nous on ferme la porte. Pourquoi tu n'es pas resté sur le lieu jusqu'à ce que la gendarmerie vienne te trouver pour que tu dises voilà, c'est ici que ça s'est passé. Donc, quelque part, rien ne clochait dans cette histoire. C'était purement à but d'humilier la mère de ses enfants. Pour quelle raison, je ne sais pas, c'est lui qui le sait. Mais bon, voilà, ça c'était une parenthèse déjà pour dire que tout ce qu'il a raconté, c'est pas vrai parce que finalement, lui, il a quand même eu le temps de sortir, casser les véhicules, appeler la gendarmerie, mais il pouvait pas nous filmer, il pouvait pas faire de photos, il pouvait pas prendre nos habits. Et pourquoi il n'est pas resté sur place pour qu'on vienne le trouver? Donc, nous, étant dans l'attente que le 4e arrondissement arrive, parce qu'on voulait porter plainte pour agression à domicile et dommages sur bien d'autrui, entre-temps, on reçoit la visite de la gendarmerie. Donc, ils viennent sans mandat, sans ordre, ni rien du tout, verbalement comme ça, qu'ils ont reçu l'instruction de nous amener au niveau de la gendarmerie. On a dit, mais pour quelle raison? En fait, nous sommes des plaignants, on est victimes, on vient de nous agresser. Ils disent, oui, mais leur unité a reçu l'ordre de venir nous amener, sans convocation ni rien du tout. Et bien, très bien, on a dit, ok, vous pouvez au moins nous laisser aussi porter plainte parce qu'on est victime. Donc, ils sont restés
comment on appelle, ils n'ont pas accepté cela, que de nous laisser d'abord le temps de porter plainte. On leur a dit au moins constater les dégâts, parce qu'une fois que nous on quitte les lieux et que les preuves disparaissent, on ne pourra jamais porter plainte pour que pour que ces dommages-là soient réparés. Donc ils ont pris soin de faire des photos et on est parti au niveau de la gendarmerie. Donc quand on arrive, on est reçu par le commandant de brigade, un certain adjudant-chef Isiaka Doumbia, qui commence à faire les auditions, prendre des informations, mais tout le monde était choqué parce qu'ils se disent que personne n'est au-dessus de la loi. Et même si quelqu'un porte plainte pour adultère, tu dois avoir des preuves conformes à la loi, des preuves obtenues pas dans la violence et comment on appelle, pas en ayant atteinte à la vie privée de la personne, mais espionner quelqu'un pour aller ou bien venir détruire, ça annulait tout de suite l'acte. Donc ils étaient indignés, ils étaient choqués, ils se disaient. Donc, le commandant de brigade qui procède à l'enregistrement des informations, non-filiation et tout ça, et commence à nous demander comment les choses se sont passées. Donc, on explique, il commence à saisir le PV, à écrire le PV, et en plein échange, il se lève, il reçoit un coup de fil, donc il se lève pour aller au lieu de travail du père de mes enfants, pour aller recueillir l'audition de ce dernier. Quelque chose qui a pris genre 4 heures de temps. Donc nous, on est arrivé à la gendarmerie à 18h. Jusqu'à 22h, il revient. Sans terminer le PV, il nous dit que il nous maintient en garde à vue. Voilà, suite à la plainte du père de mes enfants. On a dit, mais pourquoi? On est victime déjà, on a cassé nos voitures, on a cassé la maison. On vient, on veut pas nous laisser porter plainte et puis on nous garde à vue. Pourquoi? On a tué quelqu'un, on a volé, on a fait quelque chose. Il dit parce qu'il a les pouvoirs de le faire, donc il va le faire. Donc visiblement il y avait un complot. Il dit que pour les suites de l'enquête il allait nous garder. Donc ensuite je pense que une autorité à un niveau a jugé utile, n'a pas jugé nécessaire de nous garder quand même, surtout pour des accusations sans preuve. Donc ce dernier lui a demandé de nous confier à 2 personnes et qu'on revienne le lendemain pour la suite du recueil d'informations. Donc on rentre à la maison à 23h et à 1h du matin l'adjudant-chef, le commandant de brigade adjudant-chef Isiaka Doumbia nous rappelle pour nous donner l'ordre de revenir à la gendarmerie, c'est-à-dire on rentre à la maison à 23h, à 1h du matin, il nous appelle pour nous dire qu'il faut revenir pour les suites de l'enquête. Donc les personnes auxquelles on a été confiés lui disent, mais il faut être sérieux, nous on a quitté à 23h, vous nous dites de revenir le lendemain, il n'y a pas eu crime, il n'y a pas eu vol, il n'y a pas eu meurtre, et en plus c'est des victimes, mais vous les libérez et vous demandez qu'ils reviennent, et tout simplement. Donc c'est le lendemain qu'on a compris en fait que le père de mes enfants, il est venu à la gendarmerie tard la nuit et le fait qu'il ait trouvé qu'on n'a pas été gardé à vue, ça l'a pas plu. Donc il a exigé qu'on revienne pour qu'on nous maintienne en garde à vue. Mais bon, toutes les personnes auxquelles on avait été confiés, nous-mêmes y compris, moi étant mère, et ces personnes ayant leur bébé et leur vie aussi, habitant à l'autre bout de la ville, c'était tout simplement pas possible et ça n'avait même pas de sens, mais c'était juste pour satisfaire l'ego de quelqu'un sans plus. Donc il a laissé comme ça. Le matin on revient, pareil, toute la journée du matin jusqu'au soir, on nous demande les faits, qu'est-ce qui s'est passé, on nous pose des questions qui vont pas dans le sens de l'enquête, nanani nanana. Du matin jusqu'au soir on n'a rien avalé. Donc c'était jeudi, on rentre à la maison. Vendredi, on nous rappelle pour qu'on revienne, 3e jour. Donc on revient encore, on prend nos auditions, on nous pose des questions. Donc pareil, on nous maintient au niveau de la gendarmerie, toujours sans preuve et sans nous mettre dans nos droits de victimes. On nous dit d'attendre qu'ils finissent de saisir les PV pour nous envoyer devant le procureur. Donc nous, tout bonnement, on attend et dans notre naïveté, parce que mon pote, tout comme moi, on n'avait jamais été mêlé à des problèmes de ce genre. Donc on a un peu négligé en se disant, écoute, avocat ou pas, on pense qu'il n'y a pas eu crime. Et en plus, quelqu'un qui suppose une accusation sans preuve et qui se fait sa propre justice, c'est cette personne-là qui doit être punie. Mais donc voilà, nous on était sereins, on était sûrs de nous, on était sûrs qu'on a fait confiance à la justice. Donc vers 19h, ils finissent de saisir les PV. On va tous au niveau du tribunal. On vient
on est reçu par le procureur, le substitut du procureur de la commune 6, qui nous reçoit tous les trois, le père de mon... Donc, le père de mes enfants, mon pote et moi, donc il a les PV, pas de lecture. Il commence juste à poser des séries de questions. À commencer par le père de mes enfants qui reprend et qui dit qu'il nous a surpris en flagrant délit d'adultère. Ensuite, il commence à poser une série de questions à mon pote qui répond à ces questions-là et il termine par moi. Et la dernière question qu'il me pose, c'est Madame Aminata, où est-ce que vous habitez? Je lui dis j'habite tel quartier. Après, il me demande votre boulot se trouve où? Je lui dis dans tel quartier. Il me dit mais pourquoi vous habitez tel quartier et vous allez manger dans le quartier où votre ami se trouvait? Je lui dis mais il y a une loi qui interdit, il y a un périmètre défini où on doit manger, où on ne doit pas s'éloigner de son domicile pour manger. J'étais choquée. Donc depuis là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, il y avait un complot. Parce qu'on ne pose pas ce genre de questions. Pourquoi vous habitez quel quartier? Pourquoi vous déplacez d'ici pour aller manger là-bas? Donc on nous demande de nous retirer pour 5 à 10 minutes. On est dehors. Et après on nous rappelle et le procureur décide de nous placer sous mandat de dépôt pour les suites de l'enquête. Donc choquée, mais pas surprise parce que déjà le temps des échanges avec le procureur, j'ai tout de suite su que c'était cuit et que l'intention était là. Donc on a dit il n'y a pas de problème. On sort et le père de mes enfants qui se permet de donner des ordres pour dire qu'on ne repart pas à la gendarmerie avec nos voitures mais avec les pick-up de la gendarmerie. Il commence à donner des ordres. On a dit qu'on est venu avec nos véhicules, on repart avec nos véhicules. Arrivé au niveau de la gendarmerie, le père de mes enfants qui vient encore dans la même gendarmerie pour regarder comment les choses se passent et qui dirige l'action. Il commence à donner des ordres au CB, retirer leur sac, retirer leur téléphone, fouiller, faites des fouilles complémentaires, retirer les téléphones. Donc il donne des ordres et les gendarmes exécutent. Le CB est là, dès qu'il dit quelque chose, le CB donne ses ordres là, retirer les chaussures, retirer, il est arrêté, il nous regarde et puis il commence à nous insulter. Nous on dit rien, on répond pas à la provocation. Après il dit placez-les en cellule d'isolement. Il est 23h. Depuis le matin on n'a pas mangé, on était là, on repart, on revient. Il dit placez-les en cellule d'isolement. Et donc les gendarmes viennent et s'exécutent. Ils nous jettent dans 2 cellules d'isolement différentes, dans toutes les conditions misérables possibles. Même des chiens, on les met pas. C'est des cellules où on met des criminels, des gens qui commettent des meurtres, des trucs atroces, mais de pauvres innocents, des individus, des citoyens comme nous, qui sont encore en truc, c'est-à-dire ça n'a pas encore même été prouvé, mais on n'a pas volé. Donc, on n'a ni volé, ni tué. On vient nous agresser à domicile, on casse nos voitures, on nous fait perdre 3 jours, on ne part pas travailler. 3 jours à la gendarmerie pour des auditions, pour nous mettre en garde à vue. Mais en plus, pour nous séquestrer. Donc, j'ai été victime de séquestration, de torture. Une cellule, on m'a jeté sur une natte, imbibée d'urine, de cafards, avec une armée de moustiques sur tout le corps, une cellule aérée, voilà, on me jette dedans et puis on me laisse là. Donc je pense que dans la nuit je me suis évanouie et les sapeurs, non, c'est les ambulances, oui, ils ont appelé les sapeurs-pompiers, je crois, qui sont venus. Il y a une ambulance qui est venue me prendre pour m'amener au niveau de l'hôpital parce que j'avais complètement perdu conscience. Dehors, on avait visiblement la famille, des amis qui se battaient contre les gendarmes. On leur a même mis des chiens sur la... Donc, on leur a lancé des gaz lacrymogènes, des chiens pour les disperser. Il paraît que ça a été une bataille. C'était juste impossible. Donc, tout ça sous ordre d'un civil. Je sais que dans la hiérarchie militaire, l'ordre émane du supérieur, mais l'ordre n'émane pas d'un simple citoyen, un civil, un commerçant qui vient s'arrêter dans une gendarmerie pour donner des ordres de séquestrer comment on appelle ça, des gens qu'il a accusés, tout simplement pour satisfaire son ego ou bien pour, comment on appelle,
pour se venger. C'était ça, c'était de la haine, c'était de la vengeance. Sinon, adultère, ok, mais garde à vue, d'accord, mais séquestration et punition, je vois pas l'intérêt. Il y avait bien sûr autre chose derrière. Donc, durant la nuit, à un moment donné, j'ouvre les yeux et je vois des médecins, je vois des gendarmes qui font des allers-retours, qui parlent, qui donnent l'instruction de sécuriser l'hôpital. Il y a eu, il paraît, 3 pick-up remplis de gendarmes qui refusaient l'accès à ma famille et à mes amis qui ont suivi le convoi de l'ambulance pour venir à l'hôpital. Donc, on leur a refusé l'accès. Ils ont dit qu'un hôpital, c'est pas la gendarmerie. Eux, ils ont le droit de rentrer, ne serait-ce que pour voir soit leur sœur ou bien pour, même par exemple, là, ils peuvent avoir besoin d'aller à l'urgence, mais ils ont refusé catégoriquement. Personne n'avait accès à la gendarmerie. Et moi, là où j'ai reçu l'oxygène, j'ai ouvert les yeux, il y avait 3 gendarmes dans cette chambre, les médecins qui me posaient des questions. Donc, je bavais. Ils ont dit que j'ai essayé c'est une intoxication et qu'ils pensent que j'ai avalé quelque chose. Et donc, je demande, ils me disent, Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes arrivée inconsciente, évanouie. On a dû vous mettre sous oxygène. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous étiez? Donc, je leur ai dit, ce que j'ai en mémoire, c'est que j'étais dans une cellule de sûreté sur une natte et qu'il y a beaucoup de moustiques qui me piquaient. J'ai encore les traces, qui ont beaucoup disparu, mais je mettrai les photos et les vidéos plus tard. Là, ça se voit pas beaucoup parce que ça a disparu entre-temps. Mais bon, donc ils me demandent qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis dit, la dernière fois, c'est que je m'étouffais parce que j'arrivais pas à respirer et puis je me rappelle plus de rien. Donc ils me disent, ok, rassurez-vous, vous êtes à l'hôpital, on vous a mis sous oxygène, on a fait des prises de sang et là on va vous mettre une perfusion parce que voilà, vous n'étiez pas consciente, vous n'étiez pas bien, vous aviez des problèmes de respiration. Donc je me suis dit, ok, ça a dû mal tourner. Entre-temps, j'entendais encore des échos. Donc, il y avait beaucoup d'allers-retours de gendarmes et le commandant de brigade qui donnait l'ordre de ne laisser personne accéder à l'hôpital. Donc, et j'entendais les infirmières qui disaient « Mais c'est qui elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une bataille à la porte. » Et le CB leur a dit « Oui, c'est ses amis et sympathisants qui sont contre son arrestation. » Elle est arrêtée, ils sont mécontents. Ils étaient au niveau de la gendarmerie, ils nous ont suivis. Malgré qu'ils ont essayé de déjouer, il paraît, ils ont pris des rues et tout. Donc mes amis qui n'ont ménagé aucun effort, ils ont fait enfoncer leur voiture dans la boue, ils sont venus, ils se sont battus. Il y en a qui se sont même arrêtés face aux gendarmes armés qui les ont menacés de leur tirer dessus. Ils disent qu'ils s'en fichent, mais ils veulent juste se rassurer que je vais bien parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi c'était fini et que j'étais plus en vie. Donc il y a eu une bataille corsée à la porte de l'hôpital. Ils ont mis 3 gendarmes pour que personne n'ait accès à moi. Moi, j'ai essayé de dormir pour récupérer. Et quand j'ai ouvert les yeux, il était 9h, 10h. Et donc ils ont dit que le milieu hospitalier dans lequel je me trouvais n'était pas approprié vu la présence de microbes et tout ça. Mais bon, moi j'en rigolais au fond de moi parce que je me suis dit, là c'est le luxe comparé à là où j'étais. Donc ils m'ont dit que maintenant, est-ce que je me sens bien, je peux marcher et tout ça. J'ai commencé à vomir, j'ai vomi comme 2 ou 3 fois en moins d'1 heure de temps. Mais après, j'ai commencé à marcher et ils m'ont dit qu'il fallait m'amener dans un camp où il y a une infirmerie. Parce qu'à la gendarmerie, il n'y avait même pas de dispositif pour me recevoir en tant que convalescente. Il n'y a pas de chambre, il n'y a rien. Donc, ils ont préparé mes documents, ils ont acheté les médicaments et tout, que la gendarmerie a refusé de payer d'ailleurs. Ils sont partis présenter l'ordonnance aux amis et aux parents qui ont dit que pourquoi eux, ils vont régler pour quelque chose que eux, la gendarmerie a causé. Donc, ça a été un sujet de discorde entre la gendarmerie et l'hôpital aussi parce qu'ils ne savaient pas qui allait payer les frais. Le CB dit que c'est pas eux. Mes amis disent qu'ils peuvent, mais ils vont pas le faire. Et donc finalement, je pense qu'ils ont dit de juste faire des bons, que ça va être réglé peut-être par le ministère de la Sécurité ou je sais pas quoi. Donc vers 11h midi, je me lève, on repart à la gendarmerie, le temps de trouver de la place au niveau du camp 1.
la maternité du camp 1. Ça a été initié par, comment on appelle ça, une personne assez sympathique, un porteur d'uniforme, qui, quand il a appris les choses, il s'est dit que c'est quand même pas à la gendarmerie qu'on devrait me garder, et surtout dans ces conditions-là. Donc, ils ont suggéré de m'amener au niveau de la maternité du camp 1 pour que je puisse continuer avec les perfusions et que je puisse me reposer au moins sur un lit. Donc voilà, le CB m'a accompagné encore avec une troupe de gendarmes. Donc on m'a transféré là-bas avec une troupe de gendarmes et on m'a mis dans une chambre à l'infirmerie. Ils ont bien pris soin de moi. Et puis voilà, je suis restée là-bas jusqu'à lundi matin. On m'a repris le téléphone, je ne pouvais pas communiquer, je ne pouvais pas appeler mon avocat ni rien du tout. Et même quand j'ai reçu la visite de mon avocat, ils ont dit que l'entretien ne pouvait pas se faire en privé et qu'il fallait qu'il y ait la présence d'un gendarme pour qu'on puisse échanger. C'est-à-dire, je ne pouvais pas me retrouver seule avec un membre de la famille ou avec mon avocat. Il fallait qu'il y ait un gendarme en présence. Donc, c'était visiblement de la prison, quoi. J'ai pris mon mal en patience, mais j'étais surtout satisfaite des messages de soutien que je recevais, la visite des amis qui n'ont pas dormi, qui étaient sur pied depuis le jour de notre arrestation jusqu'au lundi. Donc on est resté comme ça. Donc mon avocate avait essayé de voir, vu mon état de santé, qu'on me la confie avant le lundi pour que je puisse un peu récupérer. Il y a eu un refus catégorique. Donc lundi, on est allé au tribunal en présence cette fois-ci de nos avocats qui se sont, qui ont pris soin de suivre le dossier et d'être présents depuis le matin. Donc ils nous ont suggéré, la famille et le père de mes enfants se sont concertés pendant notre détention pour que la plainte soit retirée compte tenu de l'aspect social, surtout la mère de ses enfants et surtout que j'avais été séparée de mes enfants pendant tout ce temps, de retirer la plainte sous condition de réparer nos véhicules et puis voilà. Donc on est venu, ils ont entamé les discussions, ils ont dit qu'il va retirer sa plainte et qu'il s'engage à réparer les véhicules. On est rentré chez nous. Donc voilà en gros ce qui s'est passé. Je sais que j'ai dû y mettre beaucoup de détails parce que parler comme ça en live, c'est pas évident de se souvenir de tout, surtout après 2-3 jours. Mais voilà, ça n'a pas du tout été facile. Il y avait un acharnement contre notre personne. Mon pote aussi qui a beaucoup été, je parle sous sa permission, mais qui a beaucoup été séquestré aussi, insulté, sans motif, sans preuve. Mais il y avait visiblement de la haine et de l'acharnement. Maintenant, les questions que beaucoup de gens vont se poser, c'est pourquoi faire ça à la mère de ses enfants? Cette question demeure sans réponse pour moi-même, dans la mesure où quand on se marie à une personne et que il y a plus d'harmonie dans le foyer et que vous vous séparez, je vois pas l'intérêt d'humilier la personne, de séquestrer, de punir, de faire mal pour satisfaire son ego juste parce que tu as payé de l'argent. Donc il faut que toi tu viennes donner des ordres pour me punir. D'accord, mais moi ma force intérieure m'a permis de supporter. Donc moi ma force intérieure m'a permis de supporter parce que j'avais déjà reçu auparavant des menaces. Mes gardiens ont été manipulés par de l'argent pour donner des informations me concernant. J'ai dû licencier pas mal de gardiens, même ma propre nounou. Elle était chez moi, elle était transformée en espion. J'ai saisi son téléphone et passé toute la nuit dans la salle de jeu des enfants juste pour noter à quelle heure je rentrais, je sortais, comment j'étais habillée pour donner toutes ces informations au père de mes enfants. J'ai dû la faire partir et faire venir une autre, mais ça a été tellement difficile pour moi parce que mes enfants étaient habitués à elle. Donc maintenant tout le monde s'est transformé en suspect autour de moi, que ce soit au travail ou à la maison. Je regardais tout le monde en suspect, je me dis, il donne des informations, elle donne des informations. Et c'est tellement difficile quand tu es là, déjà en tant que mère, tu veux prendre soin de tes enfants, mais en même temps, tu as géré quelqu'un qui te traque à tous les niveaux, qui veut savoir ce que tu fais à chaque moment. C'est juste épuisant. J'avais besoin de tout, sauf de ça. Mais si c'était le prix de ma liberté, je me suis dit, écoute, Ami, c'est pas comme si tu ignorais que cette personne avait l'intention de te faire quelque chose. De la façon dont il a traité ses enfants. Visiblement, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'affection, ce n'est pas du respect, ni envers toi, ni envers tes enfants. Donc si le prix à payer, c'est vraiment qu'on te
fasse souffrir de cette manière. Accepte, encaisse et toute chose a une fin. Donc le jour où je suis ressortie avec beaucoup d'expérience, je suis ressortie plus forte, ayant été trimballée à gauche, à droite, ayant été victime de violences conjugales, ayant été victime d'insultes de toutes sortes. Si la finalité c'était vraiment de passer par là pour retrouver ma liberté aux yeux de tout le monde, je ne peux que m'en réjouir aujourd'hui parce que tout ça est derrière moi. Alhamdulillah, je suis encore plus forte mentalement et je sais que l'avenir brillera pour moi et pour mes enfants, Inch'Allah. Maintenant, je reconnais qu'il y a eu négligence dans la demande de procédure de divorce, surtout à cause de la pression familiale, parce que à chaque fois, ils partent